Karim Wade, l'ex-ministre sénégalais et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, a été condamné à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Un verdict dénoncé par ses avocats. Signature d'un accord de principe pour la construction du barrage Grande Renaissance par l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, c'était hier lundi à Khartoum. En République démocratique du Congo, la fondation Walking Lady a organisé sur 2 mois une campagne de lutte contre la dépigmentation à l'hydroquinone. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce journal. L'ex-ministre sénégalais et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, Karim Wade, a été condamné à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Mais ses avocats n'entendent pas se laisser faire. Aussi bien au plan national qu'international, ils mettront tout en œuvre pour gagner le procès, ont-ils lancé au cours d'une conférence de presse. Voici un extrait de leurs propos. Nous aurons des voies de recours. Sur le plan international, nous avons des recours qui ne sont pas encore épuisés. Nous attendons des décisions des organismes internationaux, des juridictions internationales. Nous avons aussi des recours que nous allons former immédiatement dès que nous sortirons d'ici sur le plan international. 6 ans de prison ferme et 138 milliards de francs CFA d'amende, c'est le verdict prononcé à l'encontre de Karim Wade pour enrichissement illicite. Ce verdict intervient 2 jours après sa désignation comme candidat du PDS, principal parti de l'opposition au Sénégal. Reportage. Karim Wade a été reconnu coupable du délit d'enrichissement illicite et condamné à 6 ans de prison ferme et à 138 milliards de francs CFA d'amende. Un verdict compromettant pour l'ancien ministre sénégalais, désigné comme candidat du Parti démocratique sénégalais 2 jours plus tôt. Pour le PDS, cette condamnation revêt un caractère politique destiné à empêcher leur candidat à se présenter à l'élection présidentielle. La condamnation est politique. On veut empêcher, depuis longtemps, on veut empêcher un candidat, notre candidat, d'être présent à l'élection présidentielle. Donc nous nous attendions à un verdict de ce type-là. Mais maintenant, nous allons déterminer librement la forme de notre combat. Ce procès a tenu le Sénégal en haleine depuis près de 8 mois, jalonné d'une longue bataille de procédure. La défense de Karim Wade, qui qualifie la décision de scandale judiciaire, compte se pourvoir devant la Cour suprême dès lundi prochain. Notons que l'ancien chef d'État sénégalais Abdoulaye Wade était présent à l'audience mais n'a fait aucun commentaire sur le verdict. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont signé hier lundi à Khartoum un accord de principe pour la construction du barrage éthiopien Grande Renaissance. Précisons que le Caire craignait que ce barrage diminue ses approvisionnements en eau du Nil. Les détails. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et son homologue soudanais Omar el-Béchir, ainsi que le premier ministre éthiopien, étaient présents lors de la cérémonie de signature de l'accord pour la construction de Grande Renaissance. L'Égypte, qui dépend du Nil pour s'approvisionner en eau potable et alimenter son secteur agricole, redoutait que éthiopienne affecte le débit du fleuve. Le Soudan, également dépendant des eaux du Nil, a affirmé qu'il ne s'attendait pas à être affecté par le barrage Grande Renaissance. L'accord final, selon le président Sisi, sera bénéfique à l'Éthiopie sans nuire aux intérêts de l'Égypte et du Soudan. Pour sa part, Omar el-Béchir a de son côté salué un accord historique. Rappelons que l'Éthiopie a commencé à détourner les eaux du Nil bleu en mai 2013 pour construire ce barrage de 6000 MW qui sera le plus grand d'Afrique lorsqu'il sera terminé en 2017. L'Égypte considère que ses droits historiques sur le Nil sont garantis par 2 traités datant de 1929 et 1959, lui accordant ainsi qu'au Soudan des droits sur 87% au total du débit du Nil et un droit de veto sur tout projet en amont du fleuve.
Ces accords sont toutefois contestés par la majorité des autres pays du bassin du Nil, dont l'Éthiopie qui ont conclu un traité distinct en 2010, leur permettant de développer des projets sur le fleuve sans avoir à solliciter l'accord du Caire. L'Égypte avait alors manifesté son mécontentement en se retirant de l'initiative du bassin du Nil qui regroupe les 10 États riverains du fleuve avant de la réintégrer en février 2015. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, la fondation et magazine Walking Lady organise une campagne de lutte contre l'utilisation de l'hydroquinone. Pendant 2 mois, soit de mars en avril, Walking Lady sensibilise la femme de couleur noire à se débarrasser de tout complexe, la poussant à s'éclaircir la peau grâce à l'hydroquinone, source de nombreux risques de santé. Working Ladies, au fait, c'est une plateforme de la femme dynamique active à travers l'Afrique, la femme modèle de changement, la femme qui voudrait réécrire la nouvelle histoire de l'Afrique, la femme qui parle pour elle-même et pour les autres, cette femme qui voudrait aider les autres femmes à les tirer vers le haut. Nous avons lancé une nouvelle campagne sur l'hydroquinone, donc dites non à l'hydroquinone. Pourquoi? Parce que nous réalisons qu'aujourd'hui, la femme africaine, elle en manque de repères et elle se cherche et la confiance en soi, elle n'en a plus. Et non, à travers cette campagne, c'était de montrer non, vous devez être fiers de ce que vous êtes. Il faut noter qu'une femme qui utilise de l'hydroquinone, elle a des risques, il y a des brûlures de la peau, il y a des problèmes même de démangeaison, il y a des problèmes de cancer de la peau, il y a des problèmes de stérilité, et celle qui allait, c'est pas bon. Demain, l'enfant qui allait peut avoir des risques d'avoir des problèmes respiratoires sur le long terme, et aussi il y a des problèmes aussi des crises cardiaques au fait, de l'AVC, qui sont tout ça liés à ce problème. Et pour les hommes, il y a le problème de l'impuissance aussi. Restons toujours en République démocratique du Congo où la traque contre les groupes armés dans l'est du pays par l'armée congolaise occasionne d'importants déplacements de population dans le territoire de Fizi. Des centaines de personnes sont logées dans des familles d'accueil et pour survivre, ces réfugiés comptent sur l'aide humanitaire apportée par le Programme alimentaire mondial. Reportage. Les opérations lancées fin février dans le sud Kivu, région de l'est de la République démocratique du Congo contre les rebelles Maï-Maï, se poursuivent. Selon l'armée, l'offensive avait permis à la mi-mars de neutraliser plus de 160 rebelles. Le commandement ne précise pas combien ont été tués, arrêtés ou se sont rendus, mais c'est la population qui paye la lourde tribut. Nous avons fui les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Maï-Maï. Lorsque l'armée nationale a appris que les Maï-Maï étaient à Yungu, elle est venue les traquer là-bas. Ils ont commencé à se battre et c'est comme ça que nous avons fui. Près de 60% des 22 400 personnes déplacées par les opérations militaires sont déjà rentrées chez elles. L'opération se déroule aussi dans la province du Nord Kivu, selon le même schéma. Néanmoins, on compte de milliers de femmes et enfants qui attendent d'être nourris. Le Programme alimentaire mondial fait ses efforts. Avant cela, nous recevions du riz et des haricots. Après, on nous a donné un bon pour acheter de la nourriture, celle qu'on voulait, dans une foire. Et là aussi, il y avait du riz, des haricots, de l'huile et du sel. Maintenant, nous avons de la farine de maïs, des haricots et du sel. L'Est de la République démocratique du Congo est déchiré depuis plus de 30 ans par des conflits alimentés par des différends ethniques et fonciers, la concurrence pour le contrôle des riches ressources minières et des rivalités régionales. La communauté internationale exige depuis des mois que le gouvernement traque les rebelles, jugeant leur neutralisation essentielle à la stabilisation de l'Est congolais. Mais les dissensions sur le terrain ne favorisent pas la résolution du conflit. De nombreux thèmes, tous dans le même registre, ont été utilisés pour évoquer l'épidémie d'Ebola la plus meurtrière de l'histoire. Il y a tout juste un an, en mars 2014, celle-ci était officiellement déclarée alors que le virus se propageait déjà depuis décembre 2013. Dans les rues de Freetown, les ONG font toujours de la prévention. Les images. Les opérations lancées fin février dans le sud Kivu, région de l'est de la République démocratique du Congo,
Plus d'un an après son apparition officielle signalée par l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie d'Ebola a infecté au moins 24 000 personnes et causé plus de 10 000 morts. Dans un rapport publié ce lundi, l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières a fustigé l'OMS en l'accusant d'avoir ignoré ses appels à l'aide et tardé à réagir. Médecins sans frontières a également posé le diagnostic de sa propre intervention dans les pays touchés, notamment le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. L'ONG a mis en œuvre des moyens colossaux en déployant plus de 1300 expatriés et 4000 employés locaux, la formation de 800 volontaires et la création de plusieurs centres, dont un de 250 lits. Je veux donner des conseils aux gens. Quand vous êtes malade, vous devriez aller à l'hôpital le plus tôt possible. De cette manière, vous survivrez. Si j'avais écouté les conseils de ma mère et décidé de ne pas y aller, je serais morte. Mais puisque j'ai insisté pour y aller et dit que si mon destin était de mourir et que Dieu veuille que je meure, alors je mourrais même si je reste à la maison. Donc j'ai dit que j'allais à l'hôpital et j'y suis allée. Et donc, c'est ça mon conseil. Nous sommes encore à une étape difficile. Nous avons probablement 10 cas par jour, donc c'est descendu énormément, ce qui est vraiment formidable et excellent. Mais nous devons vraiment rester concentrés et dévoués à descendre à zéro. Et nous sommes au point où certains cas sont difficiles à trouver. Nous avons vraiment besoin d'aller dans ces communautés, parler aux gens, faire en sorte qu'ils se présentent pour que l'on puisse trouver tous les cas qu'il y a encore. Si l'épidémie d'Ebola affaiblit, il reste néanmoins du travail qui revient aux humanitaires. Le système sanitaire des pays touchés par le virus Ebola est aujourd'hui à terre, mais l'espoir est maintenu, notamment avec les premiers résultats encourageants de l'antiviral japonais actuellement administré sur le terrain. En participant au concours national de la résistance et de la déportation, des lycéens ont retracé l'histoire d'une famille juive que la guerre et la déportation avaient séparée. Grâce à leur travail, ils ont retrouvé Dina Gottschalk, une enfant cachée pendant la guerre qui s'est ensuite exilée en Israël. Émue par leurs recherches, elle a décidé de venir les rencontrer pour raconter son histoire. Reportage. Mehdi est concentré. Avec 6 autres camarades, il participe au concours national de la résistance et de la déportation. Mais ces jeunes du lycée Gallieni de Gennevilliers étaient bien loin d'imaginer qu'ils allaient combler, grâce à leur travail, les pièces manquantes d'un puzzle vieux de 70 ans. En travaillant sur les archives de la ville, ils s'intéressent au parcours de la famille Fari, une famille juive non pratiquante et communiste déportée pendant la guerre. On avait juste des listes avec plein d'erreurs sur les archives de la police. La famille Fari, par exemple, la mère apparaît sous 2-3 appellations différentes. On ne savait pas si c'était la même personne ou 3 personnes différentes. En confrontant les archives et les erreurs, ils s'aperçoivent que tous les enfants n'ont pas été déportés. 3 ont été cachés en Haute-Loire par la municipalité de l'époque, parmi eux Claire, 8 ans. Tels des enquêteurs, avec l'aide de la documentaliste du lycée, ils la retrouvent en Israël. C'est avec elle qu'ils ont pu retracer l'histoire de sa famille lors d'une première conversation par Internet. Mais tous attendent impatiemment de la rencontrer car elle a décidé de venir les voir. Un peu stressé, ouais. Ça va moi aussi un peu à l'idée de la rencontre. On fait tout ce travail depuis le début et enfin là on la rencontre. Ramener quelqu'un qui habite dans un autre pays, c'est quand même quelque chose. Surtout qu'elle vient très rarement en France parce qu'elle nous a dit qu'elle était beaucoup stressée de venir à chaque fois en France, donc c'est assez cool qu'elle vienne pour nous en tout cas. C'est ici, dans le kibboutz de Gado, près du plateau du Golan, dans le nord d'Israël, que vit Claire depuis 1956. Devenue Dina Gottschalk, pour laisser le passé derrière elle, cette dame de 81 ans n'a pas pour autant oublié sa triste histoire. C'est grâce à sa détermination pour faire inscrire celui qui l'a protégée petite comme juste au mémorial de Yad Vashem que les jeunes ont retrouvé sa trace. Très souvent, elle a raconté son histoire dans des écoles israéliennes, mais ce sera une première pour elle en France. Je suis très sensible à l'effort et au travail qu'ils ont fait. J'ai été étonnée, mais j'en suis heureuse. J'espère que je ne décevrai pas. Seule survivante de la famille à avoir fait le choix de venir habiter ici, Dina l'explique par une promesse faite à son père le jour où il l'a confiée pour la protéger. Et il m'avait fait promettre de ne pas oublier mes origines juives. Donc lorsque mes frères, eux, ont épousé des non-juifs et ont décidé de plus ou moins tourner le dos au judaïsme, moi j'ai décidé de rester ce que j'étais. Et pour cette raison, j'ai préféré quitter la France et venir m'installer en Israël.
afin que mes enfants soient juifs et fiers de l'être. Pour comprendre cette histoire douloureuse, les jeunes de Gennevilliers ont des dizaines de questions à lui poser. Fiers de leur découverte, ils avouent que leur travail leur a permis d'appréhender beaucoup mieux l'histoire en mettant des visages sur des mots. Moi, mon but, c'est pas de gagner quelque chose, c'est d'avoir du mérite déjà de faire ceci et montrer aux personnes qui nient cette histoire, qui disent que c'est pas possible, avec tous les témoins qu'on a, les preuves écrites, les archives, qu'on peut pas nier l'évidence. Mardi, ils passeront la journée ensemble au lycée Gallieni, à quelques pas de là où Dina habitait heureuse avec sa famille avant 1942. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de journée à vous en notre compagnie.